Question-réponse, c'est parti sur le push-pull avec un gain unitaire. Alors là, on a les deux transistors. On a le transistor dont on a parlé tout à l'heure, le N, et puis on a le P qui est de l'autre côté. Alors, est-ce que vous avez... C'est juste pour montrer l'association des deux, hein. Ça n'a pas d'espèce d'importance, c'est pas relié à ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait un montage justement où on ne sortait pas par l'émetteur, on sortait par le collecteur. Là, on a un montage où on sort et on rentre par l'émetteur. Moi, j'ai deux questions. Oui. Quelle est l'application qu'on peut, enfin, dans quel cas on peut utiliser un montage comme ça, à quoi ça peut servir? Et l'autre question, c'est pourquoi le fait d'avoir mis des diodes, on n'a plus d'état intermédiaire entre le 0 volt et le 0,6 volt. Voilà. On passe directement de l'un à l'autre. Pourquoi on n'a plus cette petite zone là où c'était pas relié, quoi. Les deux sinusoïdes sont pas reliés ensemble, il y a une petite zone morte. C'est-à-dire qu'il y a une conduction permanente. Oui. Eh bien pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu ça, on imagine là, à cet endroit-là, on est à 0 volt. Hein, on est au moment où le transistor, le dispositif va basculer d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas s'il va monter ou si ça va descendre, on ne sait pas si ça va aller par là ou si ça va aller par là, mais en tous les cas, on est à 0. Qu'est-ce qui se produit? Ici, on a 10 volts. Nos 10 volts, ils arrivent là. Ici, bon, ils ne peuvent pas passer plus loin puisqu'on a 0 volts là. Et puis aussi, pourquoi ils ne peuvent pas passer plus loin? Enfin, on va voir qu'ils vont commencer à passer un petit peu. On a notre 220 volts là, notre 220 ohms. Elle amène une tension sur cette base là. Cette tension, elle est par rapport à l'émetteur. Quelle tension on a là? Si j'enlève la diode, la tension que l'on a ici, elle est très élevée, puisque là, notre base est amenée directement aux 10 volts par la résistance de 220 ohms. Donc là, on a potentiellement 10 volts, moins évidemment le courant qui circule dans la 220, la chute de tension. On a vraisemblablement quelque chose qui est largement à 0 volt 6 au-dessus de l'émetteur. Si je fais un run, voilà, on voit bien ici que notre tension elle est bien à 0 et qu'on a un maximum là ici. On voit que notre transistor il est en conduction maximum, il n'y a rien qui l'empêche. Donc la tension à cet endroit-là, elle est au maximum de ce qu'il peut. Il n'y a rien qui l'en empêche. Pourquoi? Parce qu'on a plus 0 volt 6 entre l'émetteur et la base. Il n'y a rien qui le ramène à la masse. Si je remets ma diode, voilà. À 0 volt là, donc on a dit ici, on a 10 volts. Mais comme la diode est placée à cet endroit-là, entre là et là, on aura la tension de la diode, c'est-à-dire 0 volt 6. Donc ici, potentiellement, on a 0 volt 6 entre là et là. Ça correspond pile poil au 0 volt 6 qui commence à faire la conduction de notre transistor. Ça veut dire qu'on n'est pas encore en conduction, mais un petit peu. Il faut très peu de tension après pour que d'un seul coup le transistor se mette à conduire. Donc dès que la tension ici va remonter un petit peu, ça veut dire qu'ici, notre diode va avoir une tension légèrement supérieure ici à 0,36. Donc ça veut dire que ici on aura 6,36 et 6,36, ça va être juste la conduction nécessaire pour commencer le moment où la tension de sortie de notre transistor va commencer à monter. Et plus on va monter ici, plus la diode là va laisser en fait la base remonter en tension, et comme cette base remonte en tension, la tension de sortie va monter d'autant. Et la même chose de l'autre côté. Ici, si on a 0 volt, eh bien notre moins 10 ici va faire que là on a moins 9, mais comme on a la diode, ça empêche la tension à cet endroit-là de descendre plus négativement que la tension qui est ici, c'est-à-dire en dessous de 0,6, moins 0,6, et le transistor n'est pas encore en conduction, mais presque, il commence à le devenir. Alors que tout à l'heure, lorsqu'on avait mis un shunt entre les deux, eh bien c'est le 0 volt qui primait. Donc quand on avait 0 volt ici, on avait 0 volt là, et il fallait attendre à ce que la sinusoïde monte de 0 volt 6 pour qu'il commence à entrer en conduction. Donc on a, avec cette diode-là, on a supprimé l'effet de seuil. On anticipe en fait. On supprime l'effet de seuil, on anticipe. On a déjà commencé à faire conduire le dispositif. Alors, il faut faire attention, parce que si on mettait deux diodes, on pourrait se dire, si on met deux diodes, comme ça on est sûr que le dispositif il commence à entrer en conduction. Eh bien,
on va avoir un problème, c'est-à-dire que on risque d'être complètement conducteur ici et complètement conducteur ici. Donc ça veut dire que là, on va avoir un gros courant qui va circuler entre les deux parce que les deux transistors vont d'un seul coup être conducteurs en même temps. Exemple, ça va? C'est le même montage que tout à l'heure avec 2 diodes de plus. En fait, là, ce qu'on fait, c'est que tu additionnes les deux tensions de seuil des diodes, donc tu passes, si elles étaient à 0,6 volts, tu passes à 1,2 volts. Voilà, et là ici on va avoir un courant, alors le montage le fait pas, il simule pas vraiment la chose complètement, mais on va avoir ici un courant qui va circuler relativement important. On voit pas le courant dans le système là. Là, si là je peux le voir, non je peux pas le voir, je vais mettre un petit truc, voilà. Regardez, on a 3,5 ampères. Ça veut dire qu'en permanence circule dans le dispositif 3,5. C'est juste la résistance ici qui limite le courant. C'est tout. Donc là, on a quelque chose qui est énormément consommateur d'énergie. 39 watts sur le transistor. Sur celui-là, regardez en bas, là, 31 watts dans celui-là, 39 watts dans celui-là. Ça veut dire qu'on a une réelle dissipation. Alors que dès que je vais enlever ma diode, là, j'enlève celle-ci. Là, si je viens maintenant ici, là, je vais stopper. Déjà, on voit que le courant augmente, mais de manière progressive. On voit bien qu'il est à un moment donné fort. Et là, j'ai 1,6 milliwatts. Et lorsque j'ai 115, là, j'ai 1 watt. Donc, mais on voit bien que notre courant, il est plus tout à l'heure bloqué à 3 ampères. Il oscille entre 0 milliampères, il n'y aurait rien, et 115 milliampères. Là, c'est tout à fait normal. Mais on voit bien. Alors, lorsque l'on a sur un ampli ce dispositif-là, parce que c'est comme ça que c'est monté sur un ampli, il y a plein d'autres choses autour, mais il y a bien ce dispositif de diode là, et en règle générale, on va avoir une résistance entre les deux, variable, qui va nous permettre de régler justement ce petit moment de passage l'un à l'autre, cette petite offset là que l'on avait, ce point de repos que l'on va pouvoir régler avec ça. Donc simulation, hop, on met une résistance entre les deux. Voilà. Cette résistance, on va la faire en slide, puisqu'on a appris que ça marchait bien. Hop, on va mettre 10 ohms à 1 kilo ohm, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, on relance la simulation. Et là, on va voir maintenant que lorsque l'on va diminuer cette résistance, eh bien, on va avoir mais je ne le diminue pas, on va augmenter cet effet de... On voit ici là que notre seuil a augmenté, et puis quand je vais bouger ma résistance, eh bien, je vais diminuer mon seuil, et après j'en ai plus. Et dans un dispositif qui est normal, dans un ampli, les diodes, c'est pas forcément des diodes qui sont posées là, ça peut être des diodes qui sont un petit peu plus posées sur le radiateur par exemple, elles vont fonctionner avec la température, et puis on va régler cette valeur-là avec un courant de biase, c'est-à-dire qu'on va dire, on veut avoir 10 mA au repos dans notre système, on veut avoir 100 mA, on va avoir 200 mA, enfin peu importe, on va régler cette résistance-là pour que le courant de repos de notre ampli corresponde à celui qui a été donné dans la fiche de description ou la fiche technique de l'ampli. C'est ça, régler le courant de biase sur un amplificateur. C'est régler ce courant qui circule dans la branche au repos. Pour diminuer l'effet de distorsion, c'est-à-dire pour que cet effet de distorsion soit diminué le plus possible sans pour autant augmenter la consommation. Sinon, effectivement, ça fonctionne, mais on va avoir une consommation pour rien. C'est-à-dire qu'à vide, sans signal, l'ampli chauffe. Ça ne changera rien aux qualités, mais sauf qu'il va chauffer. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair et est-ce que alors quelle application on peut faire? Eh bien, en sortant d'un Arduino par exemple ou d'une carte INSI, si on a utilisé le port analogique qui permet, ou le port PWM, peu importe, qui permet de faire de la modulation audio, où on a par exemple une petite carte audio mais qui n'a pas d'amplificateur important, puis qu'on veut connecter un haut-parleur, si on n'a pas un TBA 821 et qu'on n'a pas donc de petit ampli 8 pattes, eh bien on met un petit montage comme ça et puis on est capable de sortir du son alors qu'autrement on ne pourrait pas. Alors, comme on a vu tout à l'heure,
le son qui va sortir ici, ce sera pas plus que 5 volts, puisque si on a 5 volts en entrée, on n'aura pas 5 volts là. Et puis sur notre Arduino, faut pas oublier que nos signaux, ils vont de 0 à 5, ils vont pas de 0 à de plus 5 à moins 5. Ah non, ils vont de 0 à 5. Donc il va falloir mettre ici un petit condensateur pour dire, ben moi je veux que mes signaux soient quand même centrés sur le 0 et donc obtenir quelque chose. Et puis sur une carte Arduino, on n'a pas 10 volts et moins 10 volts. On n'a que 5 volts et 0. Donc ça va mettre des limitations. Mais le montage va rester le même. On va utiliser le même principe. On mettra 0 volts ici et 5 volts là, et puis on mettra un condensateur pour que la tension se situe à peu près au centre, c'est-à-dire à quelque chose comme 2 volts 5, ici là on aura 2 volts 5, et puis la sortie, notre haut-parleur on ne pourra pas le connecter directement à la masse, on va le connecter à la masse mais au travers d'un condensateur, et puis on aura quand même un montage qui va fonctionner. Il vaut mieux utiliser un TBA 821, c'est plus rapide. Mais on peut faire ça. Pour des grosses puissances par exemple, on suppose qu'on voudrait avoir une puissance importante, et bien on utiliserait ça. On aurait un moteur qu'on voudrait envoyer tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre, on va utiliser ce montage-là, avec évidemment le moins 10 et le plus 10, et puis on va connecter notre dispositif devant. Alors on va mettre un petit transistor amplificateur, parce que nos 5 volts de l'Arduino vont pas suffire, mais on va utiliser les couples qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire NPN ou PNP suivant, et puis on va le mettre à la place de notre résistance de 10 ohms, de notre générateur là. Et on va pouvoir comme ça commander notre transistor ou notre moteur ou notre lampe ou je sais pas quoi dans les deux sens, pas la lampe mais au moins un moteur, pour le faire tourner vers la droite, vers la gauche au travers de ça. Quand le courant ira dans un sens par le PNP, le moteur va tourner vers la droite. Quand le courant sera fourni par le NPN, le moteur va tourner vers la gauche. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ça, c'était pour répondre à la question de Yves. Ça lui rappelle ses souvenirs. Bon, après, là, ça fait pas appel à de grosses théories, mais c'est vrai qu'on a vu quand même que le fait de rajouter une diode, ça a provoqué un courant important. Alors, on n'est pas allé au court jus. 4 ampères, pourquoi? Parce que 220 ohms, ça a permis de limiter le courant, et le transistor ayant un gain de 100, il ne peut pas fournir plus que ce que lui fournit la base multiplié par 100. Donc on arrive à ce rythme-là. Si je fais 10 divisé par 220 égale 0,45, si je les multiplie par 100 égale 4 ampères 5, c'est ce que l'on avait tout à l'heure au maximum. Donc le transistor a joué son rôle. Si on avait un transistor avec un gain de 10, on n'aurait eu que 400 mA. Si on avait eu un transistor avec un gain de 1000, on aurait eu 40 ampères. Voilà. Et toutes les diodes ont un affaiblissement de tension autour de 0,6 ou... Deux sortes de diodes. On va dire que la plupart du temps, les diodes de redressement, des diodes silicium, même plusieurs sortes de diodes, mais au moins les diodes silicium ont 0,6 aux bornes. Les diodes Schottky, donc ces diodes-là ont une tension un petit peu plus faible, de l'ordre de 0,3, 0,4. Donc ça va être utilisé quand on n'a pas beaucoup on veut du redressement, mais on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'a pas beaucoup de tension, on va utiliser ce type de diode-là. C'est des diodes aussi qui sont un peu plus rapides en recouvrement, c'est-à-dire que la tension aux bornes peut changer plus rapidement sans qu'elle entre en conduction. C'est des diodes qui sont faites pour les commutations. On va les retrouver, ces diodes-là, dans les alimentations à découpage. Elles sont là pour redresser le signal à la sortie du montage. Lorsque le courant fourni par les bobines doivent sortir, on va mettre des diodes Schottky là pour éviter les pertes, parce que 0,6 par rapport à 0,3, ça fait 0,3 d'écart, et c'est beaucoup quand on n'a que 5 volts. Donc on va en mettre là. Ça va être les diodes Schottky. Alors BAT par exemple 46, ou toutes sortes de diodes après dans des boîtiers plus gros pour le reste. Après on a aussi des diodes germanium. Ça c'était des anciennes diodes. C'était plus des diodes qui étaient utilisées pour la détection de signal dans les dispositifs de radioréception précédemment. C'est des diodes dont les tensions sont un petit peu plus élevées.
Et puis c'est moins le coude, c'est-à-dire le moment où la diode est en conduction et le moment où le l'EPA est un peu plus large. Et puis après, on a les diodes Zener aussi, qui vont avoir une tension qui est 0,6 V dans un sens, mais la tension Zener qui va être présente, alors que dans cette diode-là, la tension de Zener, elle n'existe pas, elle est peut-être à 50 volts pour ces diodes AN40 et AN48, et puis à d'autres à 200 volts, ça dépend des valeurs. Et puis après, on a les diodes varicap aussi, c'est-à-dire que c'est une diode, mais dans lequel il y a un petit condensateur. Et quand on va envoyer une tension sur cette diode-là, à l'envers, non pas, elle n'est pas dans ce sens-là, elle est inversée, eh bien, on va envoyer le courant sur la cathode, eh bien, la tension positive sur la cathode, eh bien, cette diode va se comporter comme un condensateur variable. Donc si on envoie 0, elle fait peut-être 10 picofarads, et puis si on envoie 50 volts, elle fait 200 picofarads. Après ça dépend des valeurs. Je crois que c'est dans ce sens-là, je ne me rappelle plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre, mais en tous les cas, sa capacité va varier avec la tension. Après, il y a certainement d'autres diodes dans tous les sens, hein, mais globalement, c'est ça. Mais les diodes qu'on utilise, nous, un N4001, un N4148, toutes ces diodes-là sont des diodes qui ont 0,6 aux bornes. Quand on est après avec des diodes de type N5187 de mémoire, c'est des diodes Schottky. Là, la tension aux bornes est de 0,3, 0,4, lorsqu'elles sont en conduction, hein. Si on les mesure avec un voltmètre, un voltmètre, enfin un voltmètre numérique, on va voir effectivement 0,6 pour la diode et 0,4 pour les autres. Avec un diode mètre, je ne sais pas comment on appelle ça. Un multimètre numérique placé sur la fonction diode, exactement. Va nous permettre de voir le sens de conduction et surtout de voir avec quelle valeur la diode est. Mais on aurait pu mettre aussi des diodes LED, hein. On avait un volt 8. C'est aussi une diode, hein. Une diode LED, c'est une diode, pareil qu'une autre, elle a un volt 8 et sa tension est aussi, aux bornes, est aussi stable qu'une, pas tout à fait, mais pas loin, qu'une diode comme ça. Quand on va avoir une référence dans un dispositif et puis qu'on n'a pas trop les moyens de se payer une diode de référence très chère et qu'on veut être plus qu'une diode N4148 qui fait que 0,6 V, on pourrait en mettre 3. Ça ferait un volt 8, mais c'est dommage de mettre 3 diodes. Eh bien, on met une diode LED qu'on alimente avec la tension la plus stable possible, si on peut, et on aura une source de tension très fiable. Et en plus, on a un voyant qui nous indique que ça marche. Ça marche, ouais. Voilà, on a en même temps le voyant de notre montage et la tension d'alimentation. Si on a par exemple une carte INSI, c'est 3 volts 3 en sortie, si on voulait avoir quelque chose qui soit à peu près à la moitié de la tension d'alimentation, eh bien on met une LED dont on choisit le seuil, une rouge ou une verte peut-être, ça descend un petit peu plus bas, et puis on aura un volt 6 ou un volt 7, ça fera une référence presque à la moitié de notre montage, ça peut être utile. En tous les cas, on fait d'une pierre deux coups. On a le voyant qui nous sert d'afficheur pour indiquer que ça marche et une référence. Pas super stable, mais ça coûte pas cher. Ok. Thermiquement, ça tient. La stabilité de notre système, elle n'est pas dépendante que de l'alimentation, parce qu'en général, on va dire qu'on a 5 volts et puis que c'est relativement stable. Donc notre diode, elle sera soumise tout le temps avec le même courant, donc elle aura tout le temps la même tension aux bornes. C'est juste la température. Si la température augmente, que fait la diode? Est-ce que sa température fait que la tension aux bornes augmente ou est-ce que la tension diminue? C'est pareil pour une N4148. Quand je disais tout à l'heure qu'elles étaient collées contre le radiateur, c'est parce que si le dispositif augmente, ça veut dire que le transistor a augmenté. Est-ce qu'il faut augmenter l'effet de seuil pareil sur la diode? Parce que si ça a augmenté sur le NPN et sur le PNP parce que ça a chauffé, et que la diode elle reste pareille, la distorsion de croisement va augmenter. Donc il faut mieux que les deux augmentent en même temps, comme ça la distorsion de croisement elle est la même à froid qu'à chaud. C'est pour ça qu'on on les met le plus proche possible des transistors dont on veut compenser la tension de base. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens, il n'y a pas que ça.